Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Comment faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé? Dans un monde où le digital a une place prépondérante, les messages publicitaires se multiplient. Réseaux sociaux, search, sites médias, emailing, audio et j'en passe. Les canaux de communication sont nombreux, il devient de plus en plus difficile de se démarquer et faire émerger un message publicitaire devient de plus en plus complexe. Avec nos invités, nous échangerons autour de cette problématique afin de mieux comprendre les enjeux et anticiper l'impact publicitaire à l'avenir. Pour cela, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de l'encombrement publicitaire, quelles sont les solutions qui permettraient aux messages publicitaires d'assurer leur visibilité dans un environnement digital encombré. Enfin, comment ils voient évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital. Pour en discuter, Michael Ostruy de Projet X Paris, Jean-François Magne de On the Air, Clément Plateau de l'agence Pickers. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, une émission très spéciale pour un sujet très stratégique, très spécial. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir des profils autour de la table un peu différents de ceux que l'on reçoit généralement, puisque ce sont des profils plutôt orientés création. En tout cas, ils me le confirmeront, que ce soit de la création publicitaire ou de la création de type design dans le monde de la mode. On va en parler dans quelques instants. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour Michel. Bonjour Michael. Bonjour. On est là pour parler émergence de marques dans un environnement publicitaire digital très encombré. D'où cette première question, faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé. Ça évoque quoi pour toi, Jean-François ? Ça évoque un constat que je partage effectivement, puisqu'on a les chiffres. Aujourd'hui, une seconde sur Internet, c'est 9000 tweets et 1000 photos supplémentaires sur Insta. Donc on est face à un océan de contenu et en plus, ça continue d'avancer et cet océan, il est exponentiel. Et ça représente pour moi un défi de nos salariés et de nos 40 collaborateurs qui répondent à cette question au quotidien. Puisqu'on accompagne les marques et évidemment toutes les marques cherchent à avoir le message publicitaire ou pas d'ailleurs, mais qui a un impact sur les réseaux sociaux et qui capte notre attention. Donc c'est une problématique qui demande stratégie. Merci Jean-François, de stratégie il va en être question à travers tout au long de notre discussion. Clément, oui. De ton point de vue, faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital très chargé, ça évoque quoi pour toi ? Moi, ça évoque la production de contenu, ça rejoint pas mal ce que tu disais. C'est vraiment le contenu est de plus en plus roi. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'annonceurs et on commence à être des vraies situations d'embouteillage sur les réseaux, soit les réseaux, Google ou autres, tous les points de contact qu'on va pouvoir rencontrer sur la toile. Et le contenu est prioritaire maintenant, globalement. C'est plus uniquement la diffusion et le choix du média et l'investissement publicitaire au sens achat média publicitaire. C'est quel contenu on va pousser. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler son contenu. On revient à un vieil adage en fait, du marketing que j'aime beaucoup, qui est le bon message à la bonne personne au bon moment. Le bon message, c'est le premier sujet. C'est la production de contenu, qui est hyper important. Merci Clément. Michael, alors tu représentes une marque Projet X Paris. Tout à fait. Une marque de streetwear. Faire émerger un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé, on vient de le voir avec Clément, avec Jean-François. Toi, en tant qu'annonceur, ça représente quoi ? Qu'est-ce que ça évoque ? Déjà, c'est un point qui est très difficile parce que on reste une petite entreprise, une petite marque, et on a besoin du coup d'être présent sur tous ces acteurs-là, sur tous ces leviers. Moi, en tant que directeur e-commerce, j'ai surtout 2 points, et dans la partie annonceur, je vais avoir le côté qui est le ROI, et l'autre côté qui est le branding. Donc, c'est-à-dire que moi, l'émergence, je vais chercher 2 choses via ces leviers-là. Je vais chercher à faire connaître la marque, à aller toucher des nouveaux clients. Et l'autre, est-ce que cet investissement, il est rentable ? Et de quelle manière ? Et en fait, tout mon rôle, c'est justement de positionner ce curseur et d'avoir le bon mix entre le ROI que je vais avoir in fine
et l'audience et la conquête que je vais aller chercher. Alors, justement, Michael, à l'instant, tu parles de ROI, Oui. branding. Oui. Les enjeux business et marketing autour de l'encombrement publicitaire, de ton point de vue, Jean-François, c'est quoi ces enjeux? Les enjeux sont importants, elles deviennent carrément stratégiques pour n'importe quelle marque. En 10 ans, on est passé de réseaux sociaux qui, au début, nous servaient à nous connecter à nos amis, à partager des anecdotes personnelles, et qui aujourd'hui est un levier d'achat hyper puissant. Et ça a mis 10 ans, hein. C'est à la fois rapide, mais pas tant que ça. En fait, quand les réseaux sociaux, c'était précurseur et on n'avait pas d'idée de ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, c'est le premier canal d'interaction avec les marques. C'est comme ça qu'on va connaître une marque, qu'on va interagir avec une marque, qu'on va s'identifier, se passionner et finalement, peut-être avoir envie d'acheter. Donc les enjeux business, en tous les cas, moi pour nos clients, ceux qui s'adressent à nous, et je pense pour beaucoup de gens, il est fondamental pour la réussite de leur projet, tout simplement. Merci Jean-François. De ton point de vue, Clément, sur les enjeux business et marketing autour de l'encombrement publicitaire. En fait, il y a des enjeux, il y a surtout des opportunités. Je reviens sur le contenu, sur la production de contenu. Il y a des vrais sujets. Il y a des sujets aussi et des opportunités qu'on va retrouver dans le monde de l'influence. On voit l'influence qui fait un gros boom depuis un moment. Je crois que le chiffre l'année dernière, c'était 15% d'influence marketing en plus à peu près sur le marché français. Donc il y a vraiment un sujet du contenu publicitaire et au lieu des aspects enjeux, c'est vraiment des opportunités pour les marques. Et ça rejoint vachement ce que tu dis. Globalement, il n'y a pas un consommateur ou une consommatrice qui, avant d'aller effectuer un achat, que ce soit même pour manger, acheter un vêtement, passer chez Projet X Paris ou autre, ça va être, on va regarder l'Insta de la marque, on va regarder le TikTok, potentiellement le site web. Le site web, c'est même devenu secondaire en fait, globalement. Je confirme. Ouais, c'est ça. Ayant créé un site web il n'y a pas très longtemps. Personne n'est dessus. Je ne dirais pas ça, parce que j'ai quand même des ambitions. De façon raisonnable. Mais cela dit, c'est vrai que le principal levier reste sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une des clairement. réponses souvent des marques et des jeunes marques, c'est on a nos produits, nos services sur notre site web, mais consulte notre Insta, il y a plus de choses. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et donc ça devient C'est le une nouveau vitrine. portail. Ouais. Ouais. C'est une vitrine. Alors, Michael, oui. Alors je rebondis sur le côté nouveau portail ou pas, parce qu'en fait ce qui est difficile pour nous, c'est effectivement, donc, dans le début d'avoir cette notion de ROI ou de branding. Ouais. En fait ce côté-là, moi qui une position purement héroïste peut être un peu bizarre, c'est que en fait dès que ça va pas être rentable, on va vous dire c'est du branding. Bon, et après on dit oui, il faut être sur l'influence parce qu'aujourd'hui effectivement c'est un nouveau canal d'acquisition. Mais d'un point de vue très mathématique, et on a fait beaucoup de tests sur la partie influence, aujourd'hui l'influence elle n'est pas non plus super rentable quand on regarde la transfo, etc. Donc on repart dans une notion de branding parce qu'on estime qu'elle n'est pas forcément rentable. Donc c'est vraiment cette alchimie de créer là où on doit être, les points de contact où sont nos clients, mais qu'on ait le bon mix. Et c'est ça qui est difficile des fois à avoir, à palper. On a beaucoup de test and learn aussi, de choses qu'on teste. Et je rejoins aussi sur le fait que la création de contenu devient quelque chose de différenciant. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, les marques, et c'est pour ça qu'on a des pages Insta qui vont être des fois plus complètes que d'autres supports, c'est qu'on va dans cette création de contenu et on la produit. Pour nous, on a une DA, on a des photographes en interne, on a la production de contenu complètement maîtrisée, mais on va effectivement avoir tellement de contenu à diffuser qu'on est là à changer ses publicités régulièrement, à changer les codes aussi pour être dans la mouvance tout le temps et sur tous les canaux, tous les réseaux. Et Insta, mais pas que. Il y a un vrai sujet de la régularité des contenus, Clément. en fait. Pour rebondir sur ce que dit Mickaël, avec qui on travaille chez Pickers, ce qu'on va retrouver, c'est, surtout en publicité réseaux sociaux, c'est la régularité et les différents messages qu'on va proposer. C'est fini, globalement, les campagnes. On va avoir une créa qui va tourner pendant 1 mois, 6 mois. L'idée, c'est vraiment d'être le bon moment, le bon contexte et surtout de travailler la bonne audience. Et globalement, pour vous donner des idées, il y a des marques qui vont travailler 4 créas semaine sur les réseaux sociaux, pour vous donner une idée. C'est le rythme qu'on a là. Ouais. Donc à l'échelle de 52 semaines, ça peut faire vraiment une production de contenu uniquement publicitaire déjà très dense. Et je vous parle même pas après des contenus organiques. Alors justement, là, je comprends que la notion de contenu est importante, mais qu'il faut en créer beaucoup, puisque comme tu le disais également Jean-François, en quelques secondes, il y a un nombre incroyable de contenus qui sont posés, que ce soit des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur cette troisième question, c'est quoi les solutions? Et soyez, s'il vous plaît, extrêmement concret. Quelles sont les solutions qui permettraient aux messages publicitaires d'assurer leur visibilité dans ce fameux environnement digital encombré? De ton point de vue, Jean-François. Alors,
Déjà, je rebondis juste sur les enjeux business et les KPI qui sont en fait difficiles à mesurer dans notre environnement parce que c'est pas forcément de la transformation directe. Nous, on travaille chez Enzier pour les grandes chaînes de télévision. Et l'enjeu, c'est qui va regarder l'émission in fine ou qui va aller sur la nouvelle plateforme vidéo d'un de nos clients. Mais la transformation, est-ce que c'est le contenu, notre post, la publicité qui a été faite à la télévision, le charisme de l'animateur? Tout ça est compliqué et difficilement mesurable. Et pour répondre à la question des solutions, alors elles évoluent tout le temps. On est sur des plateformes en plus qui changent leur algorithme et leur mécanique constamment. Et dans un univers où le contenu, l'océan de contenu est exponentiel et va toujours plus loin. Donc évidemment, humainement, le problème, c'est qu'on passe 8 heures par jour sur notre portable et en fait, ça atteint une limite, ça stagne depuis ces dernières années. Humainement, heureusement, pour notre santé mentale, c'est important. Mais 8 heures par jour quand même, mais avec un flot de contenu énorme. Et en fait, ça réduit notre attention. Je vais peut-être pas avoir une marque qui est cool et que j'ai envie de suivre parce qu'en fait, mon cerveau n'est pas capable de traiter tous ces sujets. Et je reviens quand même sur la qualité des contenus et je te rejoins. Et ça s'improvise pas, il y a une qualité de contenu qui doit être là, on en parlait tout à l'heure, une qualité aussi authentique avec un message de vérité, parce qu'en fait on s'aperçoit que mine de rien derrière tout ce monde digital, ce sont des humains, et ce qui va nous toucher dans une publicité, dans un message tout simplement sur les réseaux sociaux, c'est l'émotion. L'émotion, ça provoque de la dopamine chez nous, ça accélère notre mémorisation et donc on va s'intéresser à la marque. Les enjeux pour une marque de vêtements, par exemple, sur l'éco-responsabilité, sur comment ils travaillent, sur leur fabrication, sur leur implantation locale ou pas, tous ces paramètres-là sont diffusés sur les réseaux sociaux et font qu'on s'intéresse à une marque, qu'on la suit, qu'on dialogue et, in fine, qu'on finit par acheter. On parlait de l'influence aussi, évidemment. Il y a une explosion de l'influence, on est tous des influencés et quelque part un petit peu influenceurs, mais il y a quand même des mastodons sur le marché et ça peut booster complètement une page en quelques secondes. Mais nous, on est pour une stratégie aussi à long terme. On accompagne des marques pendant des années, donc il faut avoir une vision propre et globale et pas que des one-shots et des petites expériences pour faire de l'acquisition. Il faut embarquer les gens sur le long terme. Un feed Instagram, et j'en viens sur une difficulté aussi dans ce monde de messages qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'en plus, il faut être différenciant, démarquant, mais il faut quand même s'inscrire dans le bon feed qui plaît aux gens. Sur Instagram, par exemple, c'est très important. C'est-à-dire que quand même, une page propre Instagram, pour nous, on a l'habitude de voir un univers, des couleurs plutôt douces ou pas, selon l'impact de la marque, mais il y a des codes. Et si la page n'est pas propre, on ne la suit pas. Par contre, si on s'abonne à cette page parce qu'elle nous paraît propre et intéressante et qu'il n'y a pas de contenu différenciant et pertinent, on ne regarde plus. Donc, il faut être à la fois se mélanger dans ce contenu-là et y adhérer et se démarquer. Et donc, voilà, la solution, une des solutions, mais c'est un débat qui serait long, jouer sur l'émotion, puisque c'est quelque chose qui va capter notre attention plus que n'importe quel autre contenu. Sur lequel ça dépend de l'objectif. L'émotion, c'est hyper intéressant, mais quand tu es dans une logique de vente, comme parlait tout à l'heure Mickaël sur des aspects ROI, tu vas avoir beaucoup de logique marketing, et moi j'aime bien travailler le stress marketing à l'agence. C'est travailler différents éléments de contenu sur lesquels on va essayer de mettre une certaine pression au consommateur pour passer à l'achat et relever des freins. Ça passe par des trucs très basiques, des promos, ce type de choses, ou des logiques. Il y a énormément de logiques de plus en plus de précommande, des marques comme Asphalt ou For Life qui font des logiques de précommande et qui vont jouer sur vachement stress marketing et tout un storytelling pour aller chercher de la croissance, de la visibilité et de la vente en ligne. Mais tu vois, je ne sais pas si le stress est une émotion. Pardon. Non, je ne sais pas si le stress est une émotion, mais quand tu provoques ça, mine de rien, tu joues quand même sur notre envie de profiter de cette promo un instant T, d'avoir peur de la louper et de la rareté. Donc en fait, même si c'est une stratégie très canal de vente et que je vends des pulls, donc est-ce que je vais aller chercher l'émotion? En fait, tu vas en créer. Je parle pas forcément de trucs émouvants. Nous, bien sûr. Tu vas pas faire des films forcément à l'Intermarché ou autre, où tu vas être vachement dans le love brand ou autre. Donc, tu vois, nous, par exemple, on fait The Voice. Tu joues sur l'émotion, sur les candidats. Avec TF1, on joue là-dessus parce que l'émission est très émotionnelle. Mais l'émotion, ça peut être aussi l'envie d'avoir ce pull qui est en édition limitée
et le fait de t'amener à l'acheter parce que tu as peur de le perdre. Des marques comme Supreme ou autres font des trucs assez incroyables là-dessus. La rareté. Alors justement, c'est très intéressant. Hein. Si je résume un petit peu ce dialogue qu'il y a eu entre vous, Jean-François et Clément, on part d'un principe qui est le fait de créer de l'émotion, mais au sens très générique du terme. Hein. Dans l'émotion, on n'est pas là que pour faire pleurer, on est là pour donner envie ou faire sourire uniquement. Hein. Ça peut compter, ça joue sur la mémorisation et surtout très important, si on doit penser, si j'ai bien compris, hein, je passe sous votre contrôle, si on veut penser émergence du message publicitaire dans un environnement digital chargé, il faut penser long terme. En créant un certain nombre de storytelling, pas forcément aller à la recherche de la performance immédiatement, mais ce qu'on fait énormément de marques depuis plus de 2 siècles maintenant, c'est-à-dire travailler sur la préférence de marque, mais sur le long terme, en jouant sur l'émotion, la création, etc. Est-ce que toi, Michael, puisque tu es l'annonceur autour de cette table Projet X Paris, tu confirmes ce qui a été dit par Clément et Jean-François? Alors, je rejoins déjà d'une première part, parce que Clément nous accompagne sur ces sujets-là en tant qu'agence, et notamment sur la partie SIA, SEO et SMA, donc toute la partie vraiment média advertising. Nous, de mon point de vue annonceur, en réponse à la question, moi je jouerais plutôt sur les audiences. Effectivement, je rejoins Andier sur le fait qu'il faut qu'on ait une page Instagram qualitative avec à la fois de la création de contenu un peu exclusif pour donner cet aspect VIP à nos clients, connoter de l'ADN de qui on est et qui est aujourd'hui un label de qualité en disant c'est une marque que je suis ou que je ne suis pas. Donc il faut qu'on soit innovant là-dessus. Mais après, c'est l'audience, effectivement, et ça rejoint un peu les propos de Clément, c'est dans l'audience que j'ai aujourd'hui, quelle est l'audience qui va être très chaude ou appétente à avoir de la promotion et qui va convertir tout de suite? Qu'est-ce que je fais sur les autres, que j'alimente en fil rouge? Avec quel type de campagne branding je mets en place justement pour garder un point de contact avec cette marque? Ça passe par justement le fait d'avoir du nouveau contenu régulier et frais pour pas qu'ils soient lassés et qu'ils se disent mais la marque elle bouge, elle est vraiment vivante, il y a vraiment quelque chose qui se crée, plutôt que des marques qui vont être un peu plus internationales, qui sont mes confrères, et sur lequel là on va avoir des marques qui ont des stratégies plus lourdes à déployer que nous, où on est un peu plus agile. Et donc dans ce cas-là, nous on va pouvoir faire de la fraîcheur quotidienne, quand eux ils ont des plans de campagne très stricts et sur lesquels il y a des mois et des mois. Il y a des enjeux. Voilà. Quand une marque va préparer la Fashion Week, par exemple, en termes de contenu, c'est assez délirant, en termes de préparation et d'anticipation. Ouais, ce qu'on évoquait aussi un petit peu en préparant cette émission juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est en fait cette notion de temps de préparation. C'est-à-dire qu'il y a un investissement en temps qui est quand même assez colossal. C'est-à-dire que pour un contenu de même pas 30 secondes, on va passer 3 heures, quoi, si ce n'est plus parfois. Et derrière, il y a une stratégie complète. C'est-à-dire que là, on parle d'un contenu, mais en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle qu'on peut évoquer tous ensemble comme ça, en disant faut faire comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des agences de conseil comme le nôtre, c'est que les solutions, elles sont sur mesure par rapport à la marque, au fondateur, ce qu'il veut en faire aussi derrière, quel est son objectif. Si je te dis, bah écoute, tout ça viendra, mais il faut 8 ans pour que tu aies des performances, pour qu'on arrive sur les réseaux sociaux à convertir en vente. Le problème, c'est qu'on s'adresse à une société aussi qui a besoin de vendre quand même rapidement, avec des KPI sérieux et des comptes à rendre. Alors qu'un grand compte ou une grande marque va aussi s'inscrire dans son image, et pas que la vente. Donc chaque problématique est différente, chaque client... Il y a différents sujets sur les aspects solutions. Un sujet qu'on n'a pas. On parle beaucoup de production de contenu, on pense à de la vidéo, de la photo, et c'est aussi du contenu textuel. Donc, quand on est dans une logique d'embouteillage, typiquement, trop de publicité sur les réseaux sociaux, je prends l'exemple du Black Friday, des fêtes de fin d'année, où là, globalement, les coûts marketing explosent d'année en année, on est sur des vraies logiques d'embouteillage. Revenir sur des trucs traditionnels, le SEO, par exemple. Faut pas l'oublier, référencement naturel, sur lequel on travaille par exemple avec Mickaël. Quand on est une marque, c'est un des premiers sujets qu'il faut prendre, et qu'on soit une PME, une TPE, un grand groupe, qu'on soit un site vitrine ou même un e-commerce avec de grosses ambitions, la production de contenu sur son site à des fins de référencement, c'est un vrai sujet sur lequel, en plus d'être sur des logiques peut-être embouteillées sur Insta, LinkedIn ou autre, il y a des vraies opportunités. Et le Covid nous l'a confirmé. Par exemple, pendant le premier confinement, nous à l'agence, ce qu'on a vécu, c'est des coupures vraiment violentes d'investissement publicitaire, et énormément d'annonceurs ont vraiment mis un gros coup de braquet et sont partis sur le SEO et le référencement naturel. Parce que valeur refuge, valeur sûre et pérenne.
Ouais, Alors, moi, j'ai pas du tout vécu ça, mais c'est marrant. Très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu? Nous, en fait, cette période de Covid, alors, nous, une agence particulière, on fait pas tout ça chez nous à l'agence. On a des consultants qui vont chez les clients et qui s'intègrent dans les équipes parce qu'on pense que la vérité, elle est chez le client. En fait, tu peux pas faire une stratégie éditoriale avec un patron d'une marque sans le connaître et sans connaître ses équipes, etc. Il faut passer du temps en interne. Donc nous, on a des consultants qui vont sur place. Tu as le Covid qui arrive et tes consultants qui disent les clients qui disent on ferme les locaux. Donc on repasse tout au forfait, on maintient les contrats, mais il faut faire tout ça à distance. Mais en fait, on n'a perdu aucun contrat pendant le Covid, aucun budget n'a été arrêté par nos clients. Toi, tu n'as eu aucun budget stoppé? Non, parce qu'en fait, on gère des comptes Twitter, Instagram pour des grandes chaînes de télévision qui ne peuvent pas stopper. Donc on couvre les événements sport de France Télévisions. La télé, quand même, a vu son audience fortement boostée bien sûr. le Covid. Mais et ça, je veux dire, on a passé plus de temps là-dessus. Donc il a fallu gérer les communautés quand même. On n'a pas fait de surcontrat, c'était dur d'aller chercher d'autres clients, mais par contre on a bossé 2 fois plus pour maintenir nos clients. Et je suis persuadé aujourd'hui que c'est un accélérateur pour nous. Clairement. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices de cette crise, mais pour le digital, c'est les marques, les marques qui avant un peu de luxe nous disaient mais moi les réseaux sociaux, je m'appelle Rolls-Royce et j'en ai pas besoin, etc. Quand il n'y a plus de points de vente et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est vital, je pense que c'est un accélérateur pour nos agences, ces enjeux-là. Mais alors c'est un accélérateur durable? Pardon, c'est une question parce que tu parles de Rolls-Royce qui disait qu'il ne voyait pas l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux et qui je dis ça comme ça parce que je les ai pas appelés. Je comprends l'idée, c'est-à-dire que tu peux avoir des annonceurs qui te disent moi les réseaux sociaux ça ne me parle pas, j'ai rien à y faire, j'ai pas besoin, pas légitime, j'ai pas besoin, et qui en final dans une période de crise s'est rendu compte du bienfait. La question est-ce qu'après la période de Covid il va y avoir une pérennité de cette stratégie ou est-ce que c'est juste une sorte de valeur refuge au moment où ça sent le roussi, quoi. Moi, j'ai jamais vu de retour en arrière sur les réseaux sociaux. Non. D'accord. Ouais, c'est clairement pas non. Mais pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, quand je parlais de mise en pause assez violente dès le début du confinement, tu prends l'exemple de Projet Xperi avec qui on travaille, tu as des points de vente, c'est une vingtaine, une trentaine à peu près 40 à date. En fait, les points de vente ils ferment, tu fais plus ou pratiquement peu de publicité sur les réseaux sociaux. Donc moi, côté sur business, la partie e-commerce, et en business, effectivement, ça a été une opportunité, le Covid. Donc, on a eu un vrai gap. Toute la stratégie qu'on avait amorcée, elle était déjà présente. Donc, on n'a que fait renforcer les investissements. Par contre, j'ai 40 magasins sur la France, tous fermés. J'ai pas contribué, j'ai pas récupéré, j'ai pas eu le transfert de 40 boutiques du chiffre d'affaires du jour au lendemain vers le e-commerce. Mais tu vas probablement rattraper parce que tu as eu un impact sur le digital qui n'était pas prévu. Tes boutiques vont réouvrir et ont réouvertes. Et donc, tout ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Personne n'a de boule de cristal. Mais je pense que ce sera aussi une plus-value pour ta marque parce qu'entre-temps, elle a été boostée sur un canal sur lequel tu travaillais. Et l'autre, la boutique, va continuer à exister. Mais je pense qu'il je ne connais pas les chiffres, mais il peut y avoir un vrai frein aussi sur l'achat en retail. Ou en tout cas, il y a une vraie complémentarité. Je sais que Mickaël bosse beaucoup sur l'omnicanal là-dessus. C'est peut-être un sujet sur lequel on peut parler. C'est un gros sujet pour une marque comme Projet Xperi. Mais globalement, tu vas habituer aussi des consommateurs à faire peut-être des premiers achats sur un site web en fait. Il y a ce Covid-là. Et les gens après continuent d'acheter. Tu prends ton abonnement Prime parce que c'était le confinement 1 et tu voulais te faire livrer tes courses. Tu continues à être client Prime et tu continues d'acheter dessus, quoi. Bien sûr. Donc, alors messieurs, on en arrive à notre dernière question et je vous remercie pour ces échanges très enrichissants et qui se nourrissent les uns les autres par rapport à vos différentes expériences qui ont été différentes parce que vous vous adressez aussi à des acteurs différents, de la télévision d'un côté, des acteurs un peu plus dans le domaine du retail. Dernière question, c'est comment vous voyez évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital. Alors, je ne suis pas rentré dans le métaverse et compagnie, mais on en a parlé ici à plusieurs reprises dans The Programmatic Society, mais également dans The E-Commerce Society. Comment cet impact publicitaire peut quand même résister à l'avenir dans un monde digital qui est déjà encombré, mais qui risque de l'être encore plus avec ce tout digital? Comment vous voyez l'évolution de l'impact publicitaire de ton point de vue, Jean-François? Après, ce sera à toi, Clément. Alors, je pense que la surproduction de contenu
et je dirais un peu malheureusement, va continuer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a peu de retour en arrière dans ce sens-là. On va toujours être de plus en plus sollicité par des messages publicitaires, des contenus. Je pense qu'il va y avoir d'autres paramètres, l'intelligence artificielle, la publicité ciblée, tout ça va s'enrichir aussi. Donc, on va continuer à être de plus en plus sollicité. Et je pense pas, par contre, qu'on passe 16 heures sur le portable parce qu'en fait, on travaille, parce que humainement, c'est pas possible et c'est pas souhaitable. Donc, ça va être encore de plus en plus dur pour se démarquer et adresser des messages publicitaires pertinents. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les agences parce qu'elles vont avoir du boulot encore davantage. Mais voilà, je pense que les réseaux sociaux vont devenir le premier canal de vente global. En tous les cas, direct ou indirect, mais on va être tellement influencé que ça va être vital. C'est un point de contact essentiel. Et je pense aussi qu'on va être confronté à d'autres enjeux moins business mais plus importants qui vont être l'écologie. C'est-à-dire que cette surproduction est quand même un truc qui pollue de plus en plus. On travaille nous avec des clients comme Now You chez France Télé pour réduire l'empreinte carbone de ces contenus. On veut tous regarder de la vidéo en Full HD, en 4K et en consommer toujours davantage. On a des enjeux écologiques majeurs dans les années à venir. Le Green IT et un retour à de la qualité dans les contenus. Je pense qu'on va devoir adopter un comportement rationnel vis-à-vis de ces contenus-là, en disant qualitatif, comme la viande. Je consomme peu, mais bien, parce qu'il va y avoir des enjeux qui vont nous dépasser aussi et qui vont être écologiques. C'est aussi de la pollution, tout ça. Mentale et environnementale. Merci Jean-François. De ton côté, Clément, comment tu vois évoluer l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital? Ouais. En fait, il y a un sujet pour les marques, c'est quand même de multiplier les points de contact. C'est d'être sur différents leviers. Parce que, globalement, à l'agence, pour donner une idée, c'est, je sais pas, ça va être 80 ou 90% des marques qu'on rencontre, c'est Google, Facebook, Google, Facebook. Quand je dis Facebook, c'est Facebook, Instagram. C'est que ça, c'est ces deux acteurs, globalement, mais majoritairement. Pas se concentrer uniquement là-dessus, d'aller sur des médias plus récents, on va être TikTok, on a lancé TikTok assez rapidement avec Mickaël, Snapchat, cela dit, quand tu me parles de médias récents, tu me parles toujours quand de même réseaux sociaux, de grosses plateformes réseaux sociaux. Ouais, ça reste quand même des... Qu'est-ce qu'il en est pour les médias classiques? Et là, c'était le point suivant, c'est le retour à des médias peut-être plus traditionnels. En fait, on commence à avoir des marques qu'on accompagne sur des sujets, retour à aller faire des campagnes sur Le Bon Coin, par exemple, d'aller sur des médias sur lesquels, historiquement, on avait commencé à être de moins en moins présent avec nos clients, et d'aller sortir du full digital à un moment donné, embouteillé sur le web, faites de la radio, faites de la télé, allez chercher d'autres points de contact pour les marques. Et en plus, ça reste des canaux médias qui, globalement, on arrive à avoir des coûts en termes d'investissement publicitaire. On peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai des clients avec des sommes très raisonnables qui arrivent à avoir des spots télé et des choses vraiment intéressantes. Avec la télé segmentée en plus qui arrive. Exactement, la télé segmentée, la TNT qui a tout explosé, le replay ou autre, il y a vachement de choses à faire. Donc c'est vraiment... Le sujet, il n'est pas de se contenter uniquement sur Google, Facebook, je pense, c'est d'aller tester tous les leviers, et je pense qu'il y a aussi un retour, et c'est là où les médias traditionnels ont un rôle à jouer. Et après, moi, je continue à penser que l'influence, il a un impact fort. Globalement, on a des budgets médias à l'agence qui commencent à être vraiment rognés pour être mis sur de l'influence. Merci Clément. Le mot de la fin pour toi, Mickaël, sur comment toi tu vois en tant qu'annonceur l'impact publicitaire à l'avenir dans un monde potentiellement tout digital. Alors ça va faire un peu écho à ce que disait Clément, puisque automatiquement on a la même philosophie, la même approche sur cet aspect-là, comme on échange beaucoup ensemble. Mais oui, là j'ai une certitude, c'est que aujourd'hui dans ce contexte-là, déjà, on avait Google, Facebook qui devenaient des dépenses extrêmement importantes, mais on allait sur d'autres canaux. Donc on a été chercher tous les canaux possibles. Et on a été parmi les premiers clients de l'agence à aller sur du TikTok ou du Snapchat, des médias qui étaient peut-être pas plébiscités on va dire entre guillemets du grand public ou par les marques, où des fois on se posait des questions. Et nous, on a cette vocation à plutôt aller regarder ce qui se passe et comment on peut le faire. On évoque aussi des problématiques sur Twitch, par exemple, qui nous semble être très pertinent. On est déjà sur du YouTube, avec tout ça avec des stratégies différentes. Donc on va aller chercher tous les leviers possibles avec des niveaux d'audience et des stratégies différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a certains médias dont on se sert uniquement pour faire du remarketing, par exemple. D'autres, on se sert plus pour aller faire de la conquête parce qu'on a matière à le faire. On a une grosse communauté, nous, par exemple, autour de la culture urbaine, du rap et compagnie. Donc, on arrive à aller chercher des audiences en conquête, par exemple, facilement sur YouTube, sur ces aspects-là. Et après, je rejoins Clément aussi sur le fait de mixer
les canaux, effectivement, de ne pas être que sur du tout digital et d'aller chercher aussi une partie branding ou pas branding en fonction de si on arrive à caper, arrive à traquer les différents métriques, mais sur de la radio, ce qu'on fait, sur de la télé, qu'on a déjà fait également, sur de la presse papier, sur demain du cinéma. On a fait aussi des bandes annonces dans les cinémas en fonction des... quand on a un magasin qui ouvre à proximité, donc très ciblé, voilà, de la pub locale, voilà. Des pubs radio locales aussi, on s'est vu sur des ondes dans les Alpes, etc. Donc très très ciblé, alors qu'à la base on est plutôt sur un milieu très urbain. Bien sûr. Merci Mickaël. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-François? Non, je te rejoins parfaitement sur le fait aussi, il y a un constat, nous, et en 10 ans d'activité, on l'a vu évoluer chez les clients et on a essayé de les accompagner dans cette évolution pour pas mettre en opposition le digital versus le reste. En fait, c'est pas vrai. Le réel existera toujours. On est là, on se voit, ça va être diffusé effectivement et d'une manière numérique, mais quand même, tout ça existe toujours et il faut aussi... la stratégie doit être compatible et doit aller ensemble. C'est pas une opposition. C'est pas parce qu'on fait du digital qu'on va moins regarder la télé. On consomme de tout le temps et d'une manière qu'on a envie. Parfois, j'ai envie d'aller dans une boutique pour acheter, pour le voir. Avant, je vais sûrement aller sur Insta. Tout ça est une logique de parcours. Et il faut pas opposer les choses. Mais c'est là la difficulté en tant qu'annonceur. Et c'est là où il faut qu'on s'arrête. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, et je serais ravi de vous recevoir à nouveau, parce que je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser pendant très longtemps, cette recherche d'émergence en tant que marque sur les supports digitaux, et je pense qu'effectivement il y a énormément de choses à dire, mais on en arrive à la fin de notre émission, et on va passer tout de suite à la question subsidiaire. La question bonus. Et là vous avez 60 secondes, pas plus, pour répondre. La question 100% média. Bonjour. Le média digital permet au message publicitaire de s'adapter à chaque personne au moment de vie, ce qui le rend éphémère. La créa restant coûteuse, comment dans cet univers changeant réussissez-vous à ne pas rendre les budgets créa exponentiels? Merci. Merci Carole Elouc, directrice générale de Offre Média et 100% Média. Donc cette question en 60 secondes, Jean-François, comment on évite de faire passer les budgets créa à un niveau exponentiel? Top chrono. Bon, nous, c'est pas, évidemment, en tant qu'agence, c'est pas forcément notre levier de ne pas faire exploser ces budgets-là, mais c'est vrai qu'on a tous des budgets, quelle que soit l'importance du compte, et qu'il faut bien faire avec. Moi, je dirais plutôt qu'il faut en consacrer un budget qui est constant, plutôt qu'exponentiel. Faire revenir sur de la qualité, quitte à en faire un peu moins, mais de la qualité dans les contenus, et maintenir ce budget-là d'une manière constante, parce que ce qui est important, c'est le bon message au bon moment, dans le bon timing, à la bonne personne. Et quitte à faire moins de créativité et moins de contenu, de toute façon, on est dans un flot de contenu énorme, consacrer ce budget-là en disant on fait un peu moins de publications, un peu moins de messages, mais on renforce la qualité. Et du coup, on garde le même budget, mais on s'axe sur un contenu plus qualitatif. Moi, c'est ce que je conseillerais à un client qui veut maintenir, mais pas le faire jouer comme ça d'année en année. Merci Jean-François, tu étais à 7 secondes de la fin, c'est parfait. Alors, est-ce que tu es prêt, Clément, pour répondre à cette même question? Top. Globalement, moi je pense qu'il y a une question d'organisation, parce que là on parle de budget, la question elle était vraiment orientée sur le budget, c'est bien s'organiser pour produire du contenu dans un budget maîtrisé. Voilà. C'est déjà, quand on va aller produire du contenu organique, réfléchir à ce qu'il soit aussi utilisé et produit en même temps pour du contenu payant, vice-versa. Il y a aussi un sujet, c'est utiliser tout ce qui est publication et contenu consommateur, ce qu'on appelle l'UGC chez nous. C'est se baser aussi sur la publication. Vous êtes une marque, on est tagué, le contenu il est chouette, il est qualitatif, le reprendre et l'utiliser. Il y a de plus en plus de marques qui vont travailler avec des contenus des consommateurs. Il y a de plus en plus de publicité, il y a plein de stratégies de contenu sur lesquelles ils vont aller chercher des contenus qui ressemblent à des contenus organiques. Donc UGC, c'est User Generated Content. Exactement, Michel. Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, moi je pense qu'il y a un vrai sujet, on parlait de budget, d'organisation, quand on va produire une vidéo, d'essayer d'en avoir un maximum, et aussi de travailler avec tout son écosystème,
Je te rejoins, mais je pense qu'on est déjà Stop. mature. Là, il a fini. Il reste 5 secondes. C'est chacun sa Oui, question. oui, pardon. On a dit qu'on se revoyait. T'inquiète, on va se refaire Non, une non. émission. J'étais vraiment dans c'est parti. passionnant. Voilà. Alors, donc Comme- attends, est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt parce Top que j'ai une chrono. autre réponse. Vas-y. Voilà. Alors attends. Je refais pour la régie. Vas-y. Et Top lui, chrono. il achète. Top chrono, la régie. Donc nous, comment on répond très facilement à cette question? C'est qu'on mutualise. C'est-à-dire que comme on l'a évoqué dans le tour de table précédemment, on sait sur quel canal on doit être présent. On sait sur quel type de contenu. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits phénomènes. Tiens, on a besoin de ça pour tel type de contenu. Maintenant, on fait plus du tout ça. On planifie et on dit, on aura besoin en sortie de ça, ça, ça et ça. Et quand on book avant plutôt de booker 3 lieux différents pour répondre à tel ou tel besoin en interne, maintenant on fait un cahier des charges sur tout ce qu'on a besoin en amont. Et quand le shooting est là, quand on est là avec les artistes, quand on est là avec les rappeurs, quand on est là avec les équipes de tournage, avec les photographes, tout, on fait en sorte d'avoir les photos aux bonnes dimensions. Quand j'ai des besoins sur le web, de dire il me faut une homepage en format paysage avec de la mixité, avec tel truc, toute l'équipe créa à ce brief-là, et avant où on pouvait se louper, maintenant ils mutualisent tout et on sort en un shooting. On préfère faire un déplacement par exemple pendant 3 jours et tout shooter et avoir de quoi nourrir 6 mois de... Un bon setupage. Voilà. Merci Mickaël. Merci Clément, merci Jean-François Merci, Michel. de nous avoir Merci à expliqué, et c'est un sujet qui est très important sur le plan créatif, mais j'allais dire également sur le plan des transactions publicitaires entre médias et agences médias, de nous avoir expliqué comment émerger. On voit qu'il y a une diversité de solutions, et surtout la très bonne nouvelle, c'est que la création n'est pas morte, au contraire. Non, son contenu. C'est renforcé. Produire. Jamais été aussi forte et impactante. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci messieurs, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Je vous ai laissé mener les débats même à un moment, et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence d'un message publicitaire dans un environnement digital de plus en plus chargé. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.